Chers amis, c'est évidemment avec beaucoup de gratitude et d'émotion que j'ai la chance de pouvoir intervenir devant vous aujourd'hui, à la fois, vous venez de le dire à l'instant, comme député de la Haute-Garonne et aussi comme adhérent de l'association de la DMD, donc essayer de réunifier deux formes d'engagement qui en plus sont d'autant plus unies, j'en profite en voyant Romain au premier rang, que la première intervention publique que j'avais eu la chance de faire durant la campagne électorale était avec à l'invitation de la DMD à Blagnac, en Haute-Garonne. Donc, quelque part, je reviens aux sources de certaines formes d'engagement que j'espère avoir l'occasion, et je sais qu'avec un certain nombre de collègues, dont Olivier entendu à l'instant, nous serons en capacité de nous engager pour effectivement concrétiser notre exigence commune d'ici l'année prochaine. Alors, intervenir en dernier est évidemment toujours une solution de facilité parce qu'on peut surfer sur les propos précédents, mais aussi une difficulté pour essayer de verser quelques éléments et quelques contributions à la réflexion collective. Moi, ce qui me semble marquant, frappant et important, c'est que dans cette salle aujourd'hui, il y a de nombreuses écoles philosophiques qui sont réunies. Je pense que nous avons toutes et tous des idéologies au sens le plus noble du terme, qui ne sont pas identiques, mais qui pourtant nous permettent de converger sur une exigence commune qui est celle de la souveraineté individuelle sur son corps et son esprit jusqu'au bout. Alors, de mon côté, l'engagement, l'école philosophique à laquelle je me rattache est une école assez nettement révolutionnaire, mais utilisons le mot aujourd'hui. Et si elle l'est, c'est justement au nom de ce combat commun, car il me semble qu'aujourd'hui, l'humanité n'a pas placé sous son contrôle les forces majeures qui l'animent, notamment sa propre existence et sa propre vie. Et si on parle aujourd'hui du droit à mourir de la dignité, on parle d'un acte qui est un acte qui a existé depuis l'aube de l'humanité, qui est un acte à caractère irrépressible, au même titre, par exemple, que le droit à interrompre volontairement une grossesse. Et du moment que l'on reconnaît à cet acte un caractère irrépressible, naturel et anthropologique, eh bien, il y a deux conclusions possibles. Soit on l'organise dans la dignité, soit on le proscrit et on le pourchasse. Et je pense qu'il n'y a pas de solution intermédiaire pour l'humanité que de se positionner dans le choix philosophique qu'elle fait vis-à-vis de la vie de ses membres. Et si on pourrait avoir, je pense, en tout cas c'est un sentiment que j'ai pu avoir personnellement, si on peut se retrouver un peu dans la situation de Sisyphe poussant son rocher, lorsqu'on argumente sur le sujet, au terme de nombreuses années de lutte et de combat, eh bien, je pense qu'il faut bien mesurer aussi à quel point un chemin a été accompli. Si on remonte très loin dans l'histoire, alors de mes connaissances personnelles, je crois que c'est 1913, la première loi jamais déposée en Allemagne, en l'occurrence, devant le Reichstag allemand, permettant d'autoriser une personne à recevoir de l'aide pour décéder. Et il me semble que ce qui s'est joué sur ce siècle de lutte, c'est avant tout l'élévation du niveau de conscience du plus grand nombre. Et désormais, nous ne sommes plus dans un moment où il faudrait convaincre le plus grand nombre, il faudrait persuader des millions de Françaises et de Français qui seraient rétifs à ce droit nouveau, mais plutôt un moment où le seul obstacle qui demeure est un obstacle qui est dans les institutions elles-mêmes plutôt que dans notre peuple. Et il me paraît également important de rappeler que cette exigence que nous portons ici, toutes et tous, appartient à des épisodes qui me paraissent être les plus grands de l'histoire de notre humanité et de l'histoire de l'humanité en France, puisque finalement nous nous inscrivons ici aujourd'hui dans la continuité de l'exigence qui a animé les premiers révolutionnaires en 1789 lorsqu'ils dépénalisent le suicide pour les proches de la personne suicidée. Rappelons-nous, ça n'a fait qu'à peu près 220 années qu'on a le droit, en cas de décès, de ne pas conduire à des condamnations et des poursuites de ses proches. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il y a la reconnaissance du droit individuel à éteindre la lumière sans que l'on oblige le reste de la famille, de la parentèle ou des enfants à être mis à contribution ou, le cas échéant, à être châtiés d'une manière ou d'une autre. Donc, cette exigence qu'on porte ici, c'est l'exigence finalement de repousser la souffrance de l'ordre social et d'estimer qu'il n'est jamais juste, il n'est jamais nécessaire, il n'est jamais obligatoire qu'une personne souffre au nom des convictions d'une autre. Finalement, ça me paraît être une autre manière de reformuler notre engagement commun en ce jour, qui consiste à dire qu'il n'y a pas de légitimité, on n'a pas le droit de gouverner une population par des formes de torture ou de souffrance. Celles-ci ont été abolies dans notre code pénal. Ce n'est pas une peine, on ne fait pas souffrir quelqu'un, ce n'est pas une manière d'intervenir sur le corps d'autrui. Et donc, pourquoi l'accepte-t-on à ce moment exclusif qu'est la fin de vie ? Il s'agit finalement
rien de plus, mais rien de moins que de porter ce principe fondamental de la République française dans tout moment de la vie, y compris durant les derniers. Et cette lutte qu'on mène ici pour le droit de choisir le moment où on éteint la lumière est aussi finalement une lutte contre le positivisme scientifique, c'est-à-dire l'idée qu'au final, on pourrait, dans un horizon proche, totalement abolir les formes de souffrance et que donc la souffrance d'aujourd'hui serait légitime parce qu'elle permettrait de tenir la corde et de conduire dans différentes décennies à l'abrogation de souffrances futures. Eh bien non, je pense qu'il n'est jamais légitime de faire souffrir quelqu'un aujourd'hui au nom de souffrances que l'on pourrait peut-être éventuellement, hypothétiquement, empêcher demain. Et tout cela n'est jamais rien d'autre qu'une forme de millénarisme qui ne dit pas son nom et qui pose aussi des questions sur la conception laïque d'une politique publique dès lors que celle-ci se joue sur le plan, on va dire, spirituel de propositions qui n'ont pas d'existence concrète et qui pourraient éventuellement en avoir une un jour. Bref, je ne vais pas être beaucoup trop long. Il me semble, pour conclure, fondamental de se dire ensemble, et je rejoins là aussi les propos de mon collègue, que nous sommes dans un moment historique qui est important de bien qualifier. Il est important de le bien qualifier, d'abord parce que nous avons une dynamique, me paraît-il, irrésistible dans la population, c'est-à-dire une confirmation régulière à la fois par l'expression politique, par l'expression partisane, par l'expression des sondages, enquêtes d'opinion, qui révèlent coup sur coup, qui rappellent de manière incessante qu'il y a une majorité politique dans ce pays pour l'obtention et la reconnaissance de ce droit. Cette conviction qui est majoritaire dans notre peuple n'a aujourd'hui pour seul obstacle, je le disais, que des manœuvres dilatoires du gouvernement actuel, dont la Convention citoyenne me semble être un dernier avatar. Et un avatar d'autant plus dangereux, évidemment, il faut l'investir, il faut mener le débat, il ne faut pas reculer de tout lieu où on pourrait mener la bataille. Mais la mesure est dilatoire et elle est même dangereuse, car le principe d'une Convention citoyenne a toujours été de donner une impulsion vers des choix politiques que l'on ne connaît pas encore ou sur lesquels, justement, il n'y a pas de majorité politique. Dès lors que l'on met en place une convention citoyenne, là où il y a majorité politique, là où il y a une conviction, là où il y a des textes déjà prêts, eh bien, la convention citoyenne joue le rôle d'une force de rappel plutôt que d'une énergie qui propulserait notre peuple dans le sens du progrès et de son futur. Et enfin, on l'a dit, il s'agit ici d'un débat de conscience. Il ne s'agit pas d'un débat à caractère autoritaire qui voudrait soumettre les corps des uns et des autres, soumettre les consciences, soumettre les familles à des nouvelles obligations. Il ne s'agit que, et c'est déjà énorme, et c'est l'essentiel, de la reconnaissance d'un droit nouveau, c'est-à-dire d'une capacité à se reconnaître les unes les uns les autres, de nouvelles manières d'exister ensemble et, lorsqu'on le souhaite, de ne plus exister ensemble, et non pas de devoir organiser son décès de manière dans la solitude, dans la proscription ou dans différentes formes de souffrance qui sont à chaque fois tout aussi bien physiques que mentales et que morales. Bref, cette pression que j'espère nous allons exercer ensemble durant les prochains mois pour atteindre et exercer ce droit n'est pas qu'une pression pour convaincre le plus grand nombre, c'est aussi et surtout une pression pour rappeler que dans démocratie représentative, il y a le terme de représentatif qui aujourd'hui n'est clairement pas pris au sérieux sur ce sujet. Je vous remercie beaucoup et j'ai évidemment le plaisir de rester avec vous pour les tables rondes qui suivent.